Le fil info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des territoires. L'Université de la Saskatchewan reçoit 600 000 $ pour une mission scientifique de la NASA, une équipe nationale de chercheurs co-dirigée par des scientifiques de l'Université de la Saskatchewan a obtenu un financement de 600 000 $ de la province pour un projet lié à une mission de la NASA, la mission Avenir, aérosol, vapeur d'eau, nuages et interaction avec le rayonnement, constitue la contribution du Canada à la mission internationale d'observation de l'atmosphère dirigée par la NASA, dont le lancement est prévu pour 2031. Cette initiative implique le déploiement de divers instruments satellitaires dédiés à la science du climat. Ces instruments visent à anticiper les conditions météorologiques extrêmes et à surveiller les catastrophes. La mission a également pour but de fournir de nouvelles données nécessaires aux scientifiques pour comprendre les facteurs contribuant au changement climatique. Doug Diggenstein, co-directeur du projet et professeur de physique à l'Université de la Saskatchewan, explique que l'équipe de chercheurs développe des instruments optiques sophistiqués comparables à des appareils photo avancés. Selon un communiqué, 2 des 3 instruments de la mission Avenir ont été conçus à l'Université de la Saskatchewan. Doug Diggenstein précise que la conception de ces instruments est en cours depuis environ 15 ans. Ces appareils mesurent la lumière atmosphérique après qu'elle a rebondi sur les aérosols en suspension, permettant de déterminer le type et la quantité d'aérosols présents. Grâce à ces mesures, les scientifiques peuvent identifier si l'aérosol est de la fumée, des cristaux de glace ou d'autres particules, chacun ayant un impact différent sur l'atmosphère et le climat à long terme. Le projet Avenir met en lumière la contribution significative de l'Université de la Saskatchewan à la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale. Peter Stoichev, président de l'établissement, affirme que cette initiative témoigne de l'engagement de l'université envers les efforts mondiaux pour comprendre et combattre le changement climatique. Les cas d'infection à méningocoque en forte augmentation au Manitoba. Le Manitoba fait face à une forte augmentation du nombre de cas d'une infection bactérienne rare et potentiellement mortelle. Depuis décembre, 19 cas de méningococcie invasive ont été signalés chez des adultes et des enfants, une personne ayant succombé selon Santé Manitoba. En règle générale, environ 6 cas sont signalés dans la province chaque année. Une personne est morte après avoir été infectée. Sur les 19 cas signalés, 18 sont issus de la souche ou du sérogroupe W qui provoque une méningite pouvant entraîner une grave inflammation du cerveau et de la moelle épinière. 8 des 19 cas ont été identifiés sur une période d'1 mois entre décembre et janvier, ajoute Carole Kurbis, qui ne peut pas expliquer la raison de cette éclosion. Les bactéries méningocociques peuvent être dormantes dans le fond de la gorge pendant des années, comme l'explique Carole Kurbis, médecin hygiéniste chargé de la lutte contre les maladies transmissibles au gouvernement provincial. Une personne sur 10 peut être porteuse et la plupart d'entre elles ne tombent pas malades. Cependant, même si elles ne tombent pas malades, les personnes porteuses peuvent toujours transmettre la maladie. Lorsqu'une personne tombe malade, les symptômes se développent pendant une période allant de 2 à 10 jours après l'infection. Les symptômes de la méningococcie peuvent ressembler à ceux d'autres infections virales respiratoires comme la COVID-19 ou la grippe. Ils peuvent ensuite évoluer très rapidement et toute personne qui présente des symptômes doit immédiatement demander des soins médicaux d'urgence, indique l'autorité de santé publique de la province. Au fur et à mesure que la maladie progresse, elle peut également provoquer un choc, hypotension et endommager de nombreux organes du corps, ce qui peut entraîner la mort. Aucun lien n'a pu être établi pour le moment entre les différents cas répertoriés au Manitoba. Les services de santé de la province assurent que des enquêtes de santé publique sont en cours pour déterminer la cause de l'épidémie. Les cas d'infection liés à la COVID-19 sont en hausse en Alberta à l'approche de l'été. Les cas de COVID-19, les hospitalisations et les taux de positivité sont en hausse en Alberta depuis avril à cause notamment de nouveaux variants considérés comme très insidieux. À l'approche de l'été, les Albertains peuvent s'attendre à une nouvelle augmentation du nombre de cas de COVID-19 en raison d'une nouvelle série de variants selon les experts. À eux deux, les variants KP.2 et KP.3 représentent désormais
plus de la moitié des cas séquencés en Alberta. Selon les dernières statistiques de l'Alberta, 178 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 comme facteur principal ou contributif, dont 8 sont en soins intensifs. Le taux de positivité a également augmenté et se situe actuellement à 11,9%. Selon la docteure Linora Saginzer, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta, un grand nombre des personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 sont des personnes âgées et des personnes non vaccinées ou insuffisamment vaccinées. La docteure Saginzer précise que la mise à jour du vaccin étant prévue pour l'automne, il est important que la population prenne sa décision rapidement afin d'être admissible pour recevoir celui qui devrait être mis sur le marché en novembre. Les personnes âgées de plus de 65 ans devraient vérifier leurs antécédents vaccinaux. Elle incite également les gens à se faire tester pour la COVID-19 s'ils présentent des symptômes plutôt que de penser qu'il s'agit d'un simple rhume. Selon les données provinciales, 16,8% des Albertains ont reçu le vaccin de la COVID-19 depuis août 2023. 13 autres décès ont été signalés la semaine dernière pour un total de 605 depuis la fin du mois d'août 2023. La docteure Saginzer conclut: la COVID-19 continue de provoquer de nombreux décès. Il ne s'agit pas d'une maladie bénigne qu'on peut ignorer. Le barème des amendes pour chasse et pêche illégale en Colombie-Britannique a subi une augmentation significative, dépassant le double des montants précédents. Le ministère des Forêts a révélé ces changements dans le but de souligner la gravité des infractions liées à la faune et de reconnaître l'importance de la biodiversité pour la province. Le nouveau barème des amendes entré en vigueur le 18 juin conformément à la loi sur la faune Wildlife Act varie désormais de 345 $ à 1495 $, remplaçant l'ancienne fourchette de 115 à 575 $. Les amendes les plus élevées sont spécifiquement appliquées aux individus qui chassent ou possèdent du gros gibier en dehors des saisons autorisées. Le ministère des Forêts précise que ces modifications ont reçu le soutien de diverses parties prenantes dans le secteur des ressources naturelles. Cela inclut non seulement les chasseurs et les pêcheurs, mais aussi les défenseurs de l'environnement, les guides, les trappeurs et d'autres professionnels du secteur. De plus, de nombreux partenaires des Premières Nations ont également approuvé ces sanctions plus sévères, saluant les mesures destinées à sanctionner ceux qui manquent de respect envers les poissons, la faune et leurs habitats. Les infractions passibles de ces nouvelles amendes ne se limitent pas à la chasse et à la pêche illégale, elles incluent également le piégeage sans autorisation, la chasse ou la pêche sans permis, la conduite de véhicules à moteur dans des zones interdites, la destruction d'habitats naturels et le trafic illégal d'espèces sauvages. En 2023, la province a émis plus de 1000 contraventions pour des infractions à la loi sur la faune, entraînant plus de 200 000 $ en amende. Ces chiffres mettent en lumière l'ampleur des infractions et la nécessité de sanctions plus strictes. La Fédération de la faune de la Colombie-Britannique a également exprimé son accord avec les nouvelles mesures. Au territoire du Nord-Ouest, l'incendie près de Fort Good Hope, toujours aux limites de la communauté. Une ordre d'évacuation est maintenue pour les résidents de Fort Good Hope au territoire du Nord-Ouest, alors qu'un important feu de forêt fait toujours rage aux limites de cette communauté d'environ 500 habitants. Lors d'une conférence de presse, l'agent d'information des feux territoire du Nord-Ouest, Frank Mackey, a indiqué que l'incendie a pris de l'ampleur au cours de la nuit de dimanche à lundi. Sa superficie est maintenant de 1368 hectares. Il s'agit du premier feu de forêt de l'année dans la région de Satu. Selon le chef de Fort Good Hope, Colin Pierrot, l'ensemble des maisons et des bâtiments semblaient intacts. Environ 118 personnes sont restées dans la communauté pour aider à lutter contre le feu. 4 autres équipes de pompiers se dirigent vers la communauté pour appuyer les équipes qui combattent le brasier. Lundi, les équipes sur le terrain aménagent des lignes de défense sur le front ouest pour que les flammes n'atteignent pas la communauté. Elles continueront à déployer des mesures de protection des structures au cours de la journée. Jay Boast, agent d'information de l'Organisation de gestion des urgences pour le département des affaires municipales et communautaires, indique que les évacués avaient accès à de l'aide financière à travers le programme d'aide à l'évacuation d'urgence. Les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent recevoir 800 $ et les jeunes de moins de 18 ans ont droit à 400 $. Samedi après-midi, les habitants ont été sommés d'évacuer après qu'un feu de camp présumé se fût transformé en incendie de forêt à proximité de la communauté isolée qui n'est accessible que par avion ou bateau. Après le déclenchement de l'ordre d'évacuation, des vols d'évacuation ont été organisés.
Le Nunavut lance une base de données sur la salubrité des établissements alimentaires. Il est maintenant possible de savoir si les quelques 350 restaurants, épiceries et établissements de restauration au Nunavut respectent les normes de salubrité. Le gouvernement du Nunavut vient de lancer une base de données publique qui donne un aperçu des rapports d'inspection. Parmi les provinces et les territoires au pays, le Nunavut était le seul à ne pas divulguer publiquement des données relatives aux inspections des aliments. La base de données est accessible directement sur le site du gouvernement territorial et comprend un tableau qui collige les rapports d'inspection de chaque collectivité publiés chaque mois. Il est ainsi possible de voir le nom de l'établissement, son emplacement et la date de la dernière inspection. Des restaurants aux cafétérias d'école, en passant par des arénas et des usines de traitement des eaux usées, le territoire effectue des inspections de salubrité des aliments au sein d'un large éventail d'établissements. Pour le moment, seules les données portant sur des établissements alimentaires sont disponibles publiquement. À terme, le gouvernement entend aussi rendre public les rapports d'inspection détaillés, traduits notamment en Inuktitut et en Niuinaktun. Selon l'inspectrice, le ministère de la Santé compte inspecter 2 fois par année les établissements alimentaires à travers le territoire. Jusqu'à présent, elle indique que la plupart des infractions qu'elle a constatées sont mineures et sont corrigées sur place au moment de l'inspection. Le lancement de la première base de données de ce type survient près de 8 ans après qu'une enquête de CBC a révélé que les Nunavimiut n'avaient pas un accès immédiat aux rapports d'inspection des établissements alimentaires. Ces rapports n'étaient accessibles qu'à travers des demandes d'accès à l'information. Le 1er mai, de nouvelles réglementations sur la salubrité des aliments sont entrées en vigueur en vertu de la loi sur la santé publique du Nunavut. Le fil sportif. Une fransaskoise multiculturelle autour d'un ballon de soccer. Du Canada en passant par la Côte d'Ivoire ou encore le Luxembourg, 6 équipes fransaskoises formées de ressortissants de différentes nationalités se sont affrontées au tournoi fransaskois des nations. La compétition amicale de soccer a fait son grand retour après une absence en raison de la pandémie. Le tournoi vise à célébrer la diversité culturelle au sein de la communauté. Il s'est déroulé à Regina et s'y conclut dimanche. La compétition a été intense entre les équipes d'après l'organisation, surtout entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria lors de la finale. L'équipe nigérienne a soulevé le trophée du gagnant en remportant la finale sur un score de 9-2. Ryan Keeping, originaire de Halifax en Nouvelle-Écosse, parcourt près de 75 km à la course par jour. L'ultra-marathonien de 27 ans s'est donné pour but de traverser le Canada en moins de 100 jours. Il est parti le 1er avril de Saint-Jean à Terre-Neuve-Labrador et il court d'un océan à l'autre pour soutenir les recherches sur les maladies cardiovasculaires ainsi que pour rendre hommage à son idole Terry Fox. Vendredi dernier, Ryan Keeping s'arrêtait à Regina en Saskatchewan avec plus de 5500 km à son compteur. Durant ce périple transcanadien, l'ultramarathonien court pour amasser des fonds pour la Fondation des maladies du cœur du Canada. Ryan Keeping souhaitait amasser 100 000 $ pour la fondation. Au 62e jour de course, il avait déjà dépassé son objectif. Les Sea Bears de Winnipeg libèrent Teddy Allen. Teddy Allen, nommé joueur le plus utile de la Ligue élite canadienne de basketball en 2023, ne fait plus partie de l'équipe des Sea Bears. Le club de basketball de Winnipeg a annoncé le départ de l'ailier américain de 26 ans lundi matin. Dans un communiqué, l'entraîneur principal et directeur général des Sea Bears, Mike Taylor, indique que Teddy Allen était un membre estimé au sein de l'équipe. L'équipe des Sea Bears occupe actuellement la dernière place au classement de la conférence de l'Ouest de la Ligue élite canadienne de basketball. Le temps pluvieux n'a pas émoussé les ardeurs des athlètes au marathon du Manitoba. Malgré un début de journée pluvieux, des milliers de personnes ont pris part au marathon du Manitoba dimanche à Winnipeg. Un peu plus de 10 000 personnes se sont inscrites à la course annuelle qui représente une tradition de la fête des pères, dont près de la moitié y participent pour la première fois. Les premiers coureurs à terminer le marathon complet de dimanche ont été Andrew Taylor des États-Unis et Dawn Neal de Winnipeg. Connor McDavid prend les choses en main et les Oilers évitent à nouveau l'élimination. Connor McDavid a récolté 4 points, 2 buts et 2 aides dans une victoire de 5-3 des Oilers d'Edmonton contre les Panthers de la Floride dans le 5e match de la finale de la Coupe Stanley mardi à Sunrise en Floride. L'avance des Panthers dans la série est maintenant de 3-2. Le capitaine des Oilers a enregistré 4 points lors de chacun des 2 derniers matchs des siens. Il totalise maintenant 42 points, 8 buts et 34 aides. Seul Wayne
Wayne Gretzky avec 47 points en 1985 et 43 points en 1988 et Mario Lemieux avec 44 points en 1991 en ont réussi plus que lui au cours d'une même année en série. Le gardien Stuart Skinner a donné le ton à la rencontre avec un vol de la mitaine face à Aaron Ekblad dès les premiers instants du match. Skinner a été très occupé en deuxième période pendant laquelle il a fait face à 16 tirs. Il en a repoussé 29 au total dans la rencontre. Prochain match vendredi à Edmonton. Le match débute à 6h PM. Ce fil d'actualité est produit par l'Arco en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.